Merci pour votre fidélité au programme de Chirfla Télévision. Bienvenue dans ces 18 heures de l'actualité. La salle Balamoussa, qui est du Centre international de conférences de Bamako CICB, a servi de cadre le jeudi 23 octobre à la cérémonie de remise du manuel de gestion des cantines scolaires organisée par le ministère de l'Éducation nationale. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale visant à renforcer la qualité de l'éducation et à promouvoir la sécurité alimentaire dans les établissements scolaires. Au nom du programme alimentaire mondial, c'est un profond sentiment d'accomplissement que nous sommes là aujourd'hui pour la remise officielle du manuel de procédure de gestion des cantines scolaires. Ce document est bien plus qu'un guide. Il incarne notre engagement commun pour une alimentation scolaire saine, équitable et durable. C'est bon. Il vise à harmoniser les pratiques, renforcer la transparence et garantir une meilleure qualité de service pour nos enfants. Pour le PAM, nous remercions chaleureusement tous les acteurs impliqués dans son élaboration pour leur expertise et leur dévouement. En vous remettant ce manuel aujourd'hui, nous vous confions une responsabilité essentielle, celle de le mettre en œuvre avec rigueur et bienveillance pour que chaque cantine scolaire devienne un véritable espace de bien-être et de développement. Voilà des propos recueillis par Khadija Traoré et Abdoulaye Diarra pour Chirfla Télévision. Khadija Traoré, qui nous avons retrouvé dans cet autre élément de l'association malienne pour la promotion de la citoyenneté et la protection de l'environnement qui a organisé le jeudi 23 octobre à Dougoula-Koro une cérémonie de remise d'attestation au professeur Amadou Djigiba, communément appelé Doromekele Karamogo, en guise de reconnaissance pour son engagement constant en faveur des services sociaux et du bien-être des populations. Khadija Traoré pour le compte rendu. Lors de cette cérémonie, le professeur Djigiba, communément appelé Doromekele Karamogo, a exprimé ses profonds sentiments de joie et de gratitude pour cette marque de reconnaissance. Il a salué l'initiative de l'association et a réaffirmé son engagement à poursuivre ses actions en faveur du bien-être de la communauté. Les membres de son association, quant à eux, se réjouissent de cette belle initiative à son égard. Je ne connais pas quelqu'un en dehors du Mali et dans le Mali, je ne connais pas quelqu'un qui ose faire ce qu'il est en train de faire, parce que servir les gens à raison de 5 francs, vraiment c'est unique. Et je connais des gens, il est capable de leur aider dans leurs projets à raison de 5 francs. Donc vraiment, mon sentiment de joie, je suis très content de ce monsieur, franchement parler. Le président de l'association a, quant à lui, expliqué que cette initiative vise à rendre hommage aux personnes qui se dévouent pour le service de l'humanité. Il a souligné que le professeur Djigiba incarne un modèle de citoyenneté responsable et représente un exemple à suivre pour les générations futures. L'habitude de notre déplacement, c'est d'offrir à ce monsieur ce tableau de reconnaissance dont il a fait preuve d'abnégation pendant 38 à 39 ans et de façon gratuite. Il ne prend que à titre symbolique 5 francs CFA. En tout cas, au regard de nos investigations, personne nous a confirmé qu'il a pris 2 francs, 10 francs avec lui. Personne n'a confirmé qu'il a pris 10 francs avec lui. C'est juste, quel qu'en soit le problème, quelle qu'en soit la nature du problème, le monsieur ne prend que 5 francs CFA à titre symbolique. Alors l'ONG, à travers son bureau national, a jugé utile de l'offrir ce tableau de reconnaissance. Voilà, on ne va pas attendre sa mort pour faire des témoignages sur ses exploits, son assistance aux démunis, en tout cas aux populations. Nous l'avons jugé utile de le faire vivant. Cette cérémonie témoigne de l'engagement de l'association à promouvoir la citoyenneté responsable et la protection de l'environnement, tout en reconnaissant les efforts des personnes œuvrant pour le bien-être collectif. Notons que l'association a été créée en janvier 2020.
L'actualité sur tout autre plan, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE, en partenariat avec la direction du service social des armées, a organisé le jeudi 23 octobre une cérémonie de remise des kits d'installation et d'attestation de formation à 100 jeunes et orphelins des camps en carrelage et en installation photovoltaïque. C'était sous la présidence du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, Hawa Diabati, pour le compte rendu. La cérémonie s'est tenue dans l'enceinte de la direction du service social des armées à Dar Salam, en présence de plusieurs autorités civiles et militaires, des représentants de l'ANP, ainsi que des bénéficiaires visiblement émus et enthousiastes. Ces jeunes, ici des différentes familles militaires, ont suivi des formations qualifiantes dans divers corps de métiers, notamment la mécanique, l'électricité, bâtiment et photovoltaïque, entre autres. Objectif, leur permettre d'acquérir des compétences concrètes et de disposer du matériel de base pour démarrer une activité génératrice de revenus. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national du Mali. De leur côté, plusieurs jeunes ont exprimé leur reconnaissance et leur détermination à faire bon usage de ces outils qui marquent pour eux un nouveau départ vers l'autonomie et l'insertion durable dans le tissu économique local. Cette initiative traduit parfaitement la dimension sociale et citoyenne de nos forces armées qui œuvrent au-delà de la défense du territoire pour la formation, la protection et l'insertion des jeunes. Je n'oublie pas non plus les formateurs, partenaires techniques et financiers qui ont accompagné cette noble initiative. Grâce à vous, ces jeunes disposent désormais des outils nécessaires pour faire un avenir meilleur. Entreprise, cette activité qui cadre avec la 4e semaine du mois de la solidarité qui est dédiée à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Vous avez donc 100 unités d'entreprises qui sont créées aujourd'hui grâce au soutien de l'ANPE, du service social des armées, dans le cadre du partenariat entre les deux ministères. Ces 100 unités sont dans le cadre, donc inscrites dans le cadre du carrelage et de photovoltaïque, donc tout ce qui est solaire. Et vous savez, aujourd'hui, la crise énergétique fait que les solaires est une alternative. Et ces jeunes aujourd'hui qui sont formés seront donc un tremplin de création d'emplois et grâce à la composante sociale de l'emploi, nous créons des revenus substantiels et par effet multiplicateur également des emplois durables et des investissements durables. Et j'en appelle justement au courage et à la persévérance des bénéficiaires pour qu'ils comprennent que c'est un acte justement qui ne peut pas bénéficier à l'ensemble mais qui doit servir de catalyseur pour les autres afin de perpétuer par l'exemple la réussite. Selon le directeur général de la direction du service social des armées, cette formation a pour mission de promouvoir l'emploi féminin et des personnes en situation de handicap. On dit que l'ANP est l'un des meilleurs partenaires de la direction du service social des armées. Très chers invités, mesdames et messieurs, cet acte me donne l'occasion de paraphraser un célèbre proverbe chinois, je cite: donne un poisson à un homme, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toujours. C'est pour dire qu'à travers ces gestes de l'ANP, vous contribuez pleinement à la promotion sociale de ces jeunes qui ont désormais le moyen de mettre en pratique les connaissances acquises et d'en faire leur grand gagne-pain, afin de garantir leur autonomie financière et le bonheur de leur famille. Chers jeunes bénéficiaires, travaillez avec passion, rigueur, persévérance. Vous avez l'opportunité de vivre et faire vivre à ce que vous venez d'apprendre. Faites bonheur à la confiance qui vous a été accordée. Je vous exhorte à vous atteler au travail. Je voudrais remercier au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, au nom du chef d'état-major des armées et mieux propre, le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que la direction de l'Agence nationale pour l'emploi et l'ensemble de son personnel pour cet élan de solidarité. Encore une fois, merci pour votre appui, pour votre confiance et pour votre vision de créer des emplois
pour contribuer à la réussite de la jeunesse malienne. Prenant la parole, Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle a salué l'engagement des jeunes bénéficiaires tout en réaffirmant la volonté de l'agence à jouer un rôle central dans la lutte contre le chômage et la précarité. Dans ce cadre, l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, et la direction du service social des armées ont uni leurs efforts pour mettre en œuvre une initiative articulée autour de deux volets: la formation professionnelle et l'insertion socio-économique, sinon économique, dans des métiers porteurs tels que le carrelage et l'électricité photovoltaïque. Ainsi, ils incarnent l'espoir de leur famille et de leur communauté et de toute la nation. Dans un esprit de complémentarité, l'ANPE a assuré le volet insertion à travers le financement des kits professionnels destinés à soutenir le démarrage d'activités génératrices de revenus. Je vous invite, chers bénéficiaires, chers jeunes, à faire un usage exemplaire et à devenir des modèles de réussite et de persévérance. Cette action s'inscrit dans une dynamique plus large de promotion de l'emploi des jeunes dans un contexte où la demande d'insertion professionnelle reste forte. L'ANP entend multiplier ce type de programmes à travers le pays avec pour ambition de former et d'équiper plusieurs milliers de jeunes dans les années à venir. La cérémonie a été sanctionnée par la projection de témoignages sur le partenariat d'ESA et ANP, la remise des kits et attestations et la visite guidée des stands d'exposition. À présent, voyons ce qui fait l'essentiel du reste de l'actualité en bref en image commentée par Alhamidou Badini. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État sortant Alassane Ouattara a tenu jeudi son dernier grand meeting de campagne sur la place de la République à Abidjan Plateau. Ouattara, qui brigue un 4e mandat, a invité les Ivoiriens à participer nombreux au vote prévu samedi. Selon Annie Reisenberg de la société de presse, les analystes estiment que la participation électorale sera probablement faible cette année, nombre d'Ivoiriens s'étant peu à peu désillusionnés face à des scrutins qui tendent à exacerber les fractures déjà présentes au sein de la société. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire demeure une puissance économique majeure en Afrique de l'Ouest. Toutefois, les inégalités y sont croissantes et le taux de pauvreté atteint 37,5%. Beaucoup affirment ne pas avoir profité des fruits du développement économique. Le pays a été en grande partie épargné par les troubles politiques et la violence extrémiste qui frappent ses voisins du Nord dans la région du Sahel. Bien que le scrutin de samedi ne devrait réserver aucune surprise, les semaines et les mois à venir pourraient révéler à quel point la démocratie ivoirienne est résiliente. Sous la présidence d'Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a doublé son PIB, modernisé ses infrastructures et est devenu le premier producteur d'or d'Afrique de l'Ouest. Pourtant, nombreux sont les Ivoiriens qui estiment ne pas bénéficier pleinement des fruits de cette prospérité. La police ghanéenne a secouru 57 Nigérians victimes de traite et a arrêté 5 personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau de cybercriminalité et de traite d'êtres humains, ont annoncé les autorités jeudi. La police a fait une descente mercredi dans un immeuble situé dans la banlieue de la capitale, Accra, où les victimes âgées de 18 à 26 ans étaient hébergées et forcées de participer à des arnaques amoureuses en ligne, a indiqué jeudi le département des enquêtes criminelles dans un communiqué. Les policiers ont saisi 77 ordinateurs portables, 38 téléphones portables, 2 véhicules, 3 téléviseurs
et d'autres appareils connectés à Internet dans le bâtiment. Les suspects auraient attiré leurs victimes en leur promettant des emplois lucratifs et d'autres opportunités au Ghana. Le tour d'horizon de l'actualité nous conduit cette fois-ci en RDC, à Goma, lors d'une conférence de presse animée par Corneille Nangaa. Le mouvement rebelle AFC M23 a nié avoir dérobé près de 500 kg d'or dans une mine du sud de Kivu, comme l'affirme la société Twangiza Mining. Le chef du mouvement rebelle AFC M23, Corneille Nangaa, a rejeté ce jeudi les accusations de pillage d'or portées contre sa formation. La société Twangiza Mining, active dans le sud de Kivu, affirme que des combattants du M23 auraient dérobé près de 500 kg d'or et transféré le métal précieux par des canaux souterrains. Le M23 dément catégoriquement ces allégations, assurant que la mine n'est plus en activité et qu'aucune extraction industrielle n'y est menée. Corneille Nangaa accuse au contraire l'armée congolaise d'avoir bombardé les provinces du nord et du sud de Kivu, causant plusieurs victimes civiles. Il dénonce également de nouvelles violations du cessez-le-feu signé à Doha, tout en réaffirmant son engagement dans le processus de paix. Selon l'ONU, plusieurs groupes armés se sont emparés de sites miniers dans l'est du Congo, une région riche en ressources. La Haute Cour de Pretoria réclame à l'ancien président sud-africain des fonds publics utilisés pour financer sa défense dans diverses affaires judiciaires. Jacob Zuma dispose de 60 jours pour s'acquitter de la somme, faute de quoi ses biens pourraient être saisis. Dans son jugement rendu mercredi, le juge Anthony Millard a ordonné aux avocats de l'État d'engager une procédure d'exécution forcée, incluant la saisie et la vente des biens meubles et immeubles de l'ex-chef d'État afin de rembourser la dette. L'ordonnance prévoit également la possibilité de saisir tout ou partie de la pension présidentielle de Zuma. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un litige de longue date portant sur l'utilisation par Zuma d'environ 29 millions de rand, près de 1,7 million de dollars de fonds publics pour ses frais juridiques liés à des poursuites pénales et à d'autres affaires connexes. Ainsi s'achève ces 18h. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end en compagnie de nos programmes. Bonsoir.